Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le principe des générateurs qui vont permettre de créer des fonctions capables de mettre en pause leur exécution et sur lesquelles il sera possible d'itérer. Alors dit comme ça, c'est pas forcément clair, alors je vous propose un petit exemple concret. Pour cet exemple, je vais créer une fonction capable de lister des animaux, mais je ne vais pas utiliser un tableau. Je vais créer une fonction et après le mot-clé function, je vais mettre une petite étoile. Cette fonction, je vais l'appeler animals. Et plutôt que de renvoyer un tableau, je vais utiliser yield suivi du premier animal que je souhaite renvoyer. Par exemple ici un chien. Puis ensuite je refais yield, je mets chat, et je vais en yield un dernier que je vais appeler rat. Ensuite, pour vous montrer une particularité de ces fonctions-là, juste avant mes yield, je vais faire un log, et on va loguer bonjour. Ensuite, je vais loguer l'appel à cette fonction-là, pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc je vais loguer animals que j'appelle. Alors on remarque deux choses. Premièrement, on remarque que le console log bonjour n'est pas appelé, comme si, lorsque j'appelle cette fonction-là, le code de la fonction n'est pas exécuté. Le second point, c'est que le résultat de cette fonction nous donne un objet, avec ici une propriété particulière. Si je regarde un petit peu le prototype de cet objet, on va obtenir ce que l'on appelle un générateur. Donc ce générateur, c'est quelque chose qui est itérable et qui va nous permettre de récupérer des valeurs. Donc cette valeur-là, je vais la sauvegarder dans une variable que je vais appeler gen comme générateur. Et si je souhaite obtenir le premier animal de ma liste, je vais pouvoir utiliser la fonction next. Donc je vais faire mon générateur et je vais utiliser dessus la fonction next. Lorsque j'appelle cette fonction, on voit deux choses. Premièrement, on voit que le bonjour est appelé parce qu'il s'affiche à ce niveau-là et on obtient un résultat qui est un objet qui contient la valeur qui correspond au yield que j'ai mis ici et une propriété done qui nous permet de savoir si oui ou non on est arrivé au bout de l'exécution. Ici on met false parce que après il y a d'autres yields. Et là il faut vous imaginer que ma fonction, en tout cas le contenu de cette fonction, est mis en pause à ce niveau-là. Si je réappelle next une seconde fois, dans ce cas-là il va exécuter le code jusqu'au prochain yield et il va afficher comme valeur le chat. Si ensuite on continue de faire ça plusieurs fois, on va voir qu'il va continuer à nous renvoyer nos valeurs jusqu'à arriver au bout, et dans ce cas-là, il va nous renvoyer undefined, mais aussi nous renvoyer done à true pour nous dire qu'il a effectivement fini. Donc la particularité des générateurs, c'est qu'ils implémentent l'interface qui permet de rendre les choses itérables, ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de manuellement appeler le next, je peux utiliser le contenu de ce générateur dans une boucle. Par exemple, je peux faire un for const animal of gen, donc mon générateur, et à chaque fois loguer l'animal en question. Et si je regarde dans ma console, ça va me donner d'abord le bonjour parce qu'on va aller jusqu'à ce yield là, mais ensuite chien, chat, rat, et ça va s'arrêter automatiquement. De la même manière, toute fonction qui reçoit un itérable peut recevoir un générateur. Par exemple, si j'affiche un array.from et je demande de créer un tableau depuis mon générateur, vu que c'est quelque chose d'itérable, il va me renvoyer un tableau contenant l'ensemble de mes éléments. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser une telle fonction? Parce que concrètement, j'aurais renvoyé un tableau, j'aurais obtenu le même résultat. Le principal intérêt, c'est que l'exécution de la fonction est mise en pause tant qu'on ne lit pas des valeurs, ce qui va être très intéressant en termes de performance pour par exemple traiter des grandes quantités de données ou traiter des données qui seraient paginées. Pour vous donner un exemple, imaginons que j'ai envie d'avoir une fonction capable de lire des lignes au sein d'un fichier. Donc cette fonction, elle recevrait une chaîne de caractères en paramètres. Par défaut, le premier réflexe serait de prendre cette chaîne de caractères et de la split par les sauts de lignes. Le problème si on fait ça, c'est que si on reçoit une chaîne de caractères qui contient des milliers de lignes, on va avoir une chaîne de caractères qui contient des milliers de lignes, ce qui occupe déjà pas mal d'espace en mémoire, et ensuite on va aussi créer un tableau qui contient des milliers de lignes. Donc on va dupliquer un petit peu les données et on va occuper beaucoup d'espace mémoire. De la même manière, quelqu'un qui va peut-être consommer cette fonction, il va vouloir s'arrêter de lire des lignes au bout d'un moment. Il ne veut pas forcément toutes les lire. Donc c'est un peu dommage d'aller créer un tableau qui va être entièrement rempli. Et pour ce type de besoin-là, les générateurs peuvent être intéressants. Cette fonction pourrait être réécrite avec un système de générateur de cette manière-là. On va commencer à la position 0, on va trouver la position du premier saut de ligne, on retourne la ligne avec un yield, et ensuite on passe à l'élément suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, si je décide par exemple de lire une chaîne de caractères qui contiendrait plusieurs lignes, voilà, hop, on va s'imaginer que là on sauvegarde ça dans gen. Si je fais un console.log de gen.next, je ne vais lire que la première ligne qui contiendra A, et je n'ai pas chargé en mémoire l'entièreté du fichier. Et je peux décider de m'arrêter là si par exemple cette ligne me convient. Donc si je veux m'arrêter de lire au bout de quelques lignes, c'est très intéressant comme manière de faire les choses parce que ça va être beaucoup plus performant. On fera un autre exemple un petit peu plus tard lorsqu'on va parler des générateurs asynchrones.
Alors maintenant, continuons à explorer un petit peu ce système-là. Il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir des générateurs qui sont inclus les uns dans les autres. Imaginons, je crée un autre générateur qui s'appelle insect et qui va me renvoyer une liste d'insectes. Et j'ai envie, après mon chien, d'afficher la liste des insectes. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser un générateur dans un autre. Pour cela, il faut écrire yield, suivi d'une petite étoile, et mettre un second générateur. Ici, je vais appeler insect. Si maintenant je parcours ces différents éléments, donc on va recréer un générateur qu'on va appeler gen comme d'habitude, et on va appeler animals. Si j'essaie de loguer mes différents animaux, donc on va essayer de prendre le premier élément qui va nous donner le chien, puis le deuxième, puis le troisième, on va voir qu'automatiquement, on va d'abord dans le chien, et ensuite on va rentrer dans le second générateur. Donc on va d'abord avoir le scarabée et la fourmi. Si j'utilise un array from, j'obtiendrai le tableau aplati de tous les éléments. Donc si je fais un array.from de gen, ça me donne tout ça. Donc c'est très intéressant pour combiner un petit peu les tableaux ensemble. Une autre particularité, c'est qu'il est possible de créer des sortes de tableaux infinis en utilisant ce système de générateur. Pour vous donner un exemple, on va se créer une fonction qui va être capable de générer des ID au fur et à mesure. Donc on va l'appeler IDMaker, et cette fonction, on va dire qu'elle va commencer à la valeur 0. Et on va faire une boucle infinie. On va lui dire, tant que quelque chose est vrai, donc ça typiquement c'est du code JavaScript qui ferait une boucle infinie, on va yield, on va renvoyer la valeur de i incrémentée de 1, et on va aussi incrémenter i. Si maintenant je fais un const gen égale idmaker, je peux, au niveau de ma console, récupérer un ID nouveau à chaque fois. Si ici je lui demande de récupérer la première valeur, ça va me donner la valeur 1. Et je peux l'appeler de manière infinie et ça continuera à incrémenter la valeur. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne bloque pas pour autant l'exécution du script, parce qu'à chaque fois, ça va être mis en pause au moment du yield à ce niveau-là. Et de cette manière-là, on peut créer une sorte de tableau infini qui nous renverra des valeurs à chaque fois qu'on le demande. Par contre, faites très attention, n'utilisez pas par exemple un array from sur ce générateur. Vu qu'il n'a pas de fin, il n'a jamais de donne qui va passer à true, du coup ça créera une boucle infinie. De la même manière, si vous faites une boucle for dessus et que vous ne faites à aucun moment un break, vous allez créer une boucle infinie. Mais ça peut être très intéressant avec la méthode next pour envoyer une valeur particulière. Alors un autre point particulier, c'est qu'il est possible, lorsque vous utilisez la méthode next, de passer une valeur. C'est-à-dire que ce yield-là, le résultat de ce yield, par défaut, ça va être undefined, parce que vous n'avez rien renvoyé à cette fonction. Mais il est tout à fait possible d'utiliser avec le next une valeur particulière. Par exemple, j'aimerais bien ici sauter 10. Donc à ce niveau-là, je peux, en sortie de yield, récupérer une valeur. Par exemple, on va l'appeler n. Et juste après, pour vous montrer, je vais loguer la valeur de n. Si je fais ça, on voit que ça me donne 1, puis ça me donne 2. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il est mis en pause à la fin du yield. Donc ça veut dire qu'il est mis en pause sur cette fonction-là. On lui dit ensuite, la valeur c'est 10. Donc ça veut dire que pour la prochaine itération, il mettra dans la valeur de n 10, il fera le console log, et hop, il viendra se rebloquer au niveau du yield, qui va nous renvoyer donc la valeur 2. Ce qui peut être intéressant, c'est que dans notre système, par exemple, on peut s'imaginer que ça permet de sauter certains numéros d'incrémentation. Donc plutôt que de faire i++, on peut lui dire à ce niveau-là, je vais faire un i plus égal la valeur de yield. Donc yield renverra la valeur de i. Et si ça ne donne rien, je veux renvoyer la valeur 1. Et dans ce cas-là, si je fais mon petit saut, on voit que là, ça me permet de sauter de 10. Là, pareil, je peux le faire avancer de 2. Et ça me permet de sauter certains éléments. Donc vous avez la possibilité de transférer aussi une valeur, même si c'est un petit peu plus rare en termes de cas d'utilisation, avec cette fonction next. Donc ça, ce sont les générateurs basiques, mais il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser des async generators. Donc ce sont des générateurs qui vont être asynchrones. Donc pour cela, vous pouvez créer une fonction qui va être asynchrone et vous pouvez utiliser la petite étoile pour dire que ça va être un générateur asynchrone. Par exemple, moi, je vais m'imaginer que je crée une fonction qui récupère des utilisateurs depuis l'API de JSON-Placeholder. Je vais créer une variable page et lui dire que je veux récupérer les utilisateurs à la page 0. Et je vais faire une boucle infinie, parce que moi je ne sais vraiment pas quand je m'arrête à ce niveau-là, pour lui dire de continuer à récupérer des utilisateurs les uns à la suite des autres. Sauf qu'au niveau de mon yield, je vais faire un await et je vais attendre le résultat d'un fetch. Donc on va charger JSON-Placeholder, je vais récupérer ici des utilisateurs, je vais lui dire je veux une limite 10 et je veux commencer à partir de, alors ça sera 10 multiplié par le numéro de page. Donc là je vais mettre
10 multiplié par le numéro de page. Et une fois que j'ai les résultats, je vais lui demander de parser le JSON. Et après, on incrémente page pour aller à la page 1, 2, 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors comment va pouvoir être consommé ce générateur? Il va fonctionner comme un générateur classique. Donc ça veut dire qu'on peut appeler la fonction sans forcément utiliser de await. Par contre, lorsqu'on appelle ici la fonction next, ça c'est une fonction qui va être asynchrone, qui renverra une promesse. Donc à ce niveau-là, je peux lui dire attends l'appel à next qui est asynchrone et ensuite affiche-moi la valeur. J'obtiens alors un tableau qui va contenir mes 10 premiers utilisateurs. Si je réappelle cette fonction, automatiquement il va refaire un appel asynchrone et venir récupérer les utilisateurs suivants. Bon là en l'occurrence on n'en a pas, donc on va imaginer qu'on va taper plutôt l'API POST. Voilà, qui je sais a plusieurs pages. Donc on voit qu'à ce niveau-là, on récupère effectivement les 10 premiers articles et ensuite sur la page numéro 2, je récupère les autres articles. De la même manière, vous pouvez utiliser un for await pour parcourir votre générateur. Dans ce cas-là, par contre, il faudra une condition d'arrêt. Moi, je vais lui dire tant que la page est inférieure à 3, histoire qu'il n'aille pas à l'infini. Je peux ici lui dire for await const user of générateur. Bon, le nom n'est pas très bien choisi. Et là, je vais faire un console.log et afficher la page d'utilisateur que je récupère. Et on va voir que ça va faire ici 3 appels, sachant que ça va attendre à chaque fois. Ça veut dire que ça va récupérer la première page, ensuite ça va refaire l'exécution, ça va appeler la seconde page, refaire l'exécution et appeler la troisième page. Donc c'est vraiment séquentiel, il faut bien comprendre ça. C'est pas comme un promise.all qui va résoudre toutes les promesses en même temps. Donc là, on parcourt chaque page les unes derrière les autres, mais on peut utiliser ce système de générateur pour, par exemple, automatiquement récupérer les utilisateurs les uns derrière les autres. Ça peut être intéressant si on veut faire un système qui parcourt une API, récupère le premier utilisateur, fait un traitement dessus, le sauvegarde en base de données avant de passer au suivant. Pour vous donner un exemple ici, on va retirer ici ce while et remettre un trou pour aller à l'infini. Et à ce niveau-là, on va recréer une autre fonction qui crée un async generator et on va l'appeler fetch user. Ça va permettre de récupérer un utilisateur, puis un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc à l'intérieur de cette fonction, je vais utiliser mon autre générateur avec un for await. Je lui dis pour chaque page depuis mon fetch users. Donc ce fetch users, c'est un générateur qui va boucler à l'infini et me renvoyer la première page, la deuxième, la troisième et la quatrième. Si j'exécutais ça comme ça ferait un système à l'infini et ça irait charger des millions de pages. Donc attention à ne pas tout de suite sauvegarder. Ensuite, je lui dis à chaque fois que tu as la page, tu vas récupérer un tableau d'utilisateur. Donc je vais lui dire for const user of page. Donc dans chaque page, je reçois un tableau qui contiendra 10 utilisateurs. Et pour chaque utilisateur, je fais un yield et je renvoie l'utilisateur en question. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ce générateur, donc je vais l'appeler userList égale fetch user. Et après, je peux faire un console log et loguer le premier utilisateur en faisant un userList.next. Ça, attention, c'est asynchrone, donc on va utiliser le await. Et sur ce await là, je récupère la valeur. Si je fais ça, je vais récupérer le premier utilisateur. Et si je continue à faire ça un certain nombre de fois, donc on va le faire 9 fois, on va récupérer les 9 premiers utilisateurs. Et côté réseau, on n'aura qu'un seul appel à la première page. Mais si je continuais et que je lui demandais d'obtenir un peu plus d'utilisateurs, automatiquement, vu que ce yield il va arriver au bout de cette page-là, il va refaire un élément dans ma première boucle for, ce qui veut dire récupérer la page suivante et me réafficher des utilisateurs. Donc de cette manière-là, de manière complètement transparente, je peux boucler sur mes utilisateurs, alors que derrière, ça fait des appels réseau. Ça peut être le même principe que l'on aurait avec un système de pagination pour des requêtes provenant d'une base de données. On peut avoir un système qui permet de lister les utilisateurs, mais qui va automatiquement refaire des requêtes supplémentaires, paginées, au niveau de notre base de données. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui est très puissant parce que ça peut vous permettre de ne pas surcharger un serveur. Si par exemple, à chaque fois que vous récupérez quelque chose, vous mettez du temps à traiter l'information, plutôt que de lui dire « vas-y, récupère-moi des milliers d'utilisateurs d'un coup », vous pouvez traiter les éléments par batch, par morceau, ce qui peut être plus performant et ce qui peut éviter de saturer à la fois votre mémoire, mais aussi des API tiers ou votre base de données. Alors enfin, je voudrais vous parler de cas un petit peu plus particuliers que vous allez peut-être pas forcément rencontrer très souvent, mais qui peuvent être aussi intéressants. Alors, on a la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, d'envoyer une valeur lorsqu'on utilise next. Mais il faut savoir qu'il existe aussi d'autres méthodes sur les itérateurs.
Donc la première méthode, c'est la méthode return qui va permettre de faire en sorte que l'itérateur return. Donc en fait, au lieu d'avoir votre yield, après vous allez avoir un return. Alors pour vous donner un exemple concret, on va continuer sur notre système de idmaker. Donc ça, c'était un itérateur qui était infini, et à chaque fois qu'on appelle la méthode gen.next, on est censé obtenir de nouvelles valeurs. Donc là, si je le fais plusieurs fois, voilà, on obtient 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de souci. Mais à ce niveau-là, je peux demander à la fonction de return. Par exemple, au bout du troisième élément, je fais un return. Dans ce cas-là, on va voir que à partir du deuxième élément, notre élément a fini de s'exécuter et effectivement, on aura des valeurs qui seront undefined avec le done à true. Ça a permis de mettre un point d'arrêt à notre générateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la possibilité, dans le générateur, de pouvoir exécuter du code malgré le return. Pour cela, il faut entourer notre code d'un try finally. Donc on fait un try avec tout notre code classique et on peut créer un finally qui va permettre d'exécuter du code lorsqu'il y aura un return dans la partie du try. Donc par exemple ici je mets un console.log cleanup, ce qui permettrait par exemple de faire du nettoyage. Là où ça serait intéressant, c'est que si par exemple on a un système qui se connecte à une base de données et qui nous renvoie des résultats, on pourrait lui dire lorsqu'il y a un return, il faut fermer la connexion à la base de données. Donc dans le finally, ce code-là sera exécuté avant le code du return. Si je vous donne un exemple encore une fois, à ce niveau-là, on voit que j'ai appelé next une fois, j'ai ma valeur, ma deuxième, ma troisième. Je fais le return, ce qui fait le cleanup et qui renvoie cette valeur-là aussi. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez nettoyer le code de votre fonction lorsqu'il y a un retour. De la même manière que le return, vous avez le throw. Le throw va permettre de remplacer le yield par un throw. Donc c'est comme si vous aviez une erreur ici. Donc là, par défaut, c'est une erreur qui va remonter. Mais vous pourriez tout à fait à ce niveau-là avoir un catch. Pour capturer une éventuelle erreur, on va laisser le finally à ce niveau-là. Et dans votre catch, vous pouvez faire un console.error et capturer l'erreur pour faire un traitement particulier. Ici, on va mettre erreur, 2 points, et le nom de l'erreur. Donc lorsque l'on fait un throw, on a la possibilité de lui passer une erreur pour expliquer ce qui ne va pas. Et dans ce cas-là, on va voir qu'effectivement, on a une erreur qui est lancée. Donc on a ce message d'erreur qui est affiché. Et après, dans tous les cas, il y a notre cleanup qui est exécuté parce qu'il est dans le finally. Je ne vais pas vous mentir, moi c'est un cas que j'ai jamais rencontré. Je ne vois pas trop pourquoi on aurait besoin de throw dans le générateur, mais c'est quelque chose qui peut être fait depuis l'extérieur. Donc en plus de next, vous avez cette fonction return que je trouve elle intéressante parce qu'elle permet de dire au générateur qu'on a fini de lire les informations et donc elle permet au générateur peut-être de couper les choses. Et ensuite, le throw qui permet de throw au sein du générateur. Donc le yield est remplacé par un throw ou un return avec ces fonctions-là. Et avec ça, on a terminé ce petit tour d'horizon des générateurs. Peut-être pour vous donner une petite preview dans le futur, on aura des fonctions qu'il est possible d'utiliser sur les générateurs qui ne sont pas encore disponibles sur tous les navigateurs. Elles sont expérimentales, mais par exemple, sur Chrome, on a la possibilité d'utiliser la méthode take qui permet de dire je veux prendre les 10 premiers éléments par exemple. Et là, ça va nous donner un itérateur qui va contenir seulement les 10 premiers éléments, que je peux convertir sous forme de tableau avec une méthode qui s'appelle toArray. Je peux aussi lui dire tu vas dropper les 3 premiers éléments. Et dans ce cas-là, ça va me donner ça. De la même manière, je peux ensuite, vu que c'est encore un itérateur, lui dire là, tu as récupéré les 10 premiers éléments, mais je veux que tu en droppes encore 5. Et on pourra comme ça un petit peu manipuler les choses. Alors attention, drop, ça ne veut pas dire que ça les saute, ça veut dire que ça va boucler, mais ça ne va tout simplement pas sauvegarder les éléments. Donc si vous voulez utiliser ces fonctions-là, je crois qu'elles fonctionnent sur tous les navigateurs modernes, sauf sur Safari. Donc il faudra utiliser un polyfill en attendant. Mais voilà, ces méthodes supplémentaires-là vont rendre les générateurs encore plus intéressants, à mon sens, pour par exemple générer des tableaux ou avancer à certaines positions dans nos éléments. Donc je trouve que ce système de générateur, il est souvent assez peu utilisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développeurs JavaScript qui font du JavaScript pendant très longtemps sans jamais en rencontrer un, mais je trouve que c'est très intéressant pour avoir du code qui est exécuté à la demande et avoir du code qui est un petit peu plus performant et pouvoir aussi itérer sur des choses de manière plus fluide, comme par exemple on l'a vu avec ce système d'utilisateur. Donc lorsque vous avez besoin de traiter un grand nombre de données très souvent, les générateurs vont vous permettre de bien optimiser les choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de découvrir un outil intéressant et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!